Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi 9 novembre. Le socialisme a-t-il encore un avenir ? Quel défi aujourd'hui pour ses partis ? Renouvellement de la forme, repenser le fond. Invitée à partir de 12h55, la philosophe Stéphanie Rosa. Elle a co-dirigé une histoire globale des socialismes, vaste ouvrage dictionnaire avec plusieurs entrées, des figures, des moments et surtout les mots du socialisme qui paraît aux presses universitaires de France. Mais d'abord, avec ses créations tout en carton et ses forêts de fiction, l'artiste plasticienne Eva Jospin accompagne la réouverture du musée de la chasse et de la nature à Paris. De la cour carrée du Louvre à l'abbaye de Montmajour près de Arles, l'ancienne pensionnaire de la Villa Médicis à Rome continue à occuper des lieux singuliers pour exposer ses œuvres souvent monumentales. Eva Jospin est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez en nous rejoignant sur le fil des podcasts de Radio France. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Eva Jospin. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, d'ailleurs, c'est une bonne question en fait. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Je n'avais pas pensé celle-là, mais ça marche bien. Comment est-ce que vous allez occuper ce musée de la chasse ? C'est un lieu quand même très très particulier, un lieu déjà assez fourni, assez foisonnant, d'allégories, de figures, de symboles, de représentations aussi. Quel imaginaire réveille ce lieu pour vous ? Alors, j'aime beaucoup ce lieu parce qu'en fait, c'est un lieu qui inspire la déambulation et c'est quelque chose qui est souvent une chose que je projette dans mon travail aussi. L'idée que le travail se voit en déambulant, que ça crée comme ça une flânerie, une rêverie et aussi des liens entre des choses qui se contredisent parfois. Donc on a ça aussi au musée de la chasse. Et je vais travailler de deux façons. Enfin, en fait, je suis en train, parce qu'on est en train de faire le montage en ce moment. Il va y avoir toute une installation dans la salle des expositions temporaires. Et puis des œuvres qui vont se mêler aux salles du musée qui existent et donc qui vont se mélanger avec les œuvres qui sont déjà présentes dans le musée. Donc ça va être les deux façons d'intervenir. L'exposition ouvre là, à la mi-novembre, oui. Pour cette exposition au musée de la chasse et de la nature. Alors on pense chasse, on pense bois des cerfs, on pense bois des forêts, végétation, rituels humains, monde animalier. Avec tout ça, vous êtes quand même plutôt dans votre élément ? Oui, je suis dans mon élément et puis je suis très heureuse de revenir au musée de la chasse parce qu'en fait... j'avais montré une œuvre qui est dans la collection maintenant et qui est dans la collection depuis 10 ans et c'est un des premiers endroits où j'ai exposé mes forêts en carton. Ils m'ont soutenue dès le début. À l'époque, c'était Claude Dantenez, le directeur. Et donc, je suis très heureuse de faire la deuxième exposition après la réouverture et de continuer cette conversation avec Christine Germain, qui est la nouvelle directrice. Donc, c'est un lieu qui compte beaucoup pour moi parce que c'est aussi un lieu qui m'a aidée à faire connaître mon travail au début. Alors c'est toujours difficile de décrire, de raconter une exposition, d'autant qu'elle est en train d'être montée et qu'elle commencera, on le disait, dans une semaine. Mais vous avez pensé ce dialogue avec ce musée, entre ce lieu et vos œuvres, avec, pour débuter, une galerie qui serait un peu comme la porte d'entrée dans une forêt onirique qui évoque... l'univers des contes, mais peut-être aussi autant l'univers des mythes. Vous citez souvent Dante, vous citez Ovide. Tout ça, ce sont des mythes que vous allez reconvoquer aussi pour cette galerie qui fera l'entrée de l'exposition. Alors, c'est étrange parce que les mythes, les contes sont évidemment des sources d'inspiration dans mon travail, mais généralement, ils brillent plus par leur absence parce que dans mon travail, j'enlève tous les récits. C'est-à-dire qu'au fond, je crée le décor du récit, mais sans ces personnages. Donc, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de représentation humaine. Et finalement, il n'y a pas de symbole. C'est plus l'espace où tout cela pourrait avoir lieu. C'est ça, en fait, ma rêverie. Je crois que de ce point de vue, j'aime bien créer des œuvres qui pourraient être un peu des lieux. Et donc, cette galerie, en fait, j'ai pris un titre italien pour cette œuvre qui va s'appeler Galleria. Parce qu'en fait, en italien, la galleria, c'est à la fois le tunnel, le passage couvert et la galerie d'art. Et cette œuvre, en fait, on va donc être face à une forêt, ces grands bas-reliefs en forêt que je fais depuis longtemps maintenant. Et souvent, j'entends on me dit, et je me dis aussi qu'on a envie de traverser cette forêt, de rentrer à l'intérieur. Donc cette fois-ci, ce sera possible. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et évidemment, quand on rentre, on n'est pas dans une forêt, on est à nouveau ailleurs et il y a un déplacement. Et on va se retrouver justement dans cette galerie où il y aura
une 12 niches qui vont représenter, dans chacune de ces 12 niches, une vision plus microscopique de mon travail, c'est-à-dire que je vais le rejouer à l'intérieur de la galerie. Donc, je le remets en scène et il y aura des forêts, il y aura des broderies, un petit diorama, des dessins. Et donc voilà, donc 2 visions, 2 échelles à l'intérieur de la même œuvre. Donc la forêt avec sa symbolique paradoxale, à la fois l'épreuve, le danger, mais aussi le plaisir de la découverte d'un espace inconnu quand on y pénètre, ça reste pour vous le point de départ d'une rêverie, de votre imagination, sans représentation, le lieu où, le décor où vous allez pouvoir peut-être implanter tous vos rêves par la suite. Comment vous avez commencé à penser ces mondes en carton? Eva Jospin, Eva Jolie, c'est marrant, tiens. C'est vrai, Je le prends ça comme un marche bien, compliment. mais faites-le. Enfin, C'est un joli lapsus en fait. sur joli. En fait, je dirais que j'ai commencé par travailler sur le monde de la forêt. Et puis à partir de ce lieu, de ce départ-là, j'ai commencé à m'éloigner, à sortir du bois, on va dire, pour justement imaginer. Souvent, ma référence, ça va être aussi le jardin, par exemple les folies dans les jardins. Donc on sort du bois et on se promène et on va voilà, dans un jardin un petit peu plus ouvragé, où on arrive, on trouve des architectures. Donc c'est un point de départ. Et ça s'est constitué lentement, parce qu'en fait, je pense que le moment où j'ai commencé ces forêts, il y avait plusieurs idées qui étaient sous-jacentes. C'était l'idée d'entremêlement, d'intrication, et d'une chose où tout est mêlé, mais où tout a sa place. Et je pense que la forêt est un espace qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui pour plein de raisons, évidemment liées aussi à la crise écologique. Mais je pense que si on a un tel appel justement de la forêt, c'est parce que c'est un monde qui est uni et complètement divers. Parce qu'il y a une multitude de choses qui n'ont rien à voir et qui se mélangent les unes aux autres. Et aussi toute une partie d'un monde caché, d'un monde à découvrir, d'un monde qui n'est pas à révéler. Voilà. Et je pense que ce sont des appels qui sont très puissants et qui nous permettent de projeter énormément de choses dessus. Et c'est assez fascinant quand on regarde vos œuvres, le travail d'orfèvre qu'on imagine derrière elles, hein, découpé, taillé dans cette matière carton, ce travail réellement de dentelière qui exige, on l'imagine, patience et précision. Ça convenait bien à votre tempérament? Oui, je l'ai découvert en fait. J'avais toujours eu un petit côté minutieux. Ce qui n'était pas forcément une qualité parfois, parce que je pouvais être un petit peu trop dans les fioritures, on va dire. Et alors finalement, je pense que ce matériau qui a quand même une certaine rudesse aussi, m'a permis de me laisser complètement aller dans mes fioritures, mais sans qu'elles deviennent totalement indigestes, parce que finalement l'aspect un peu austère du carton va contrebalancer, et finalement c'est aussi toutes ces contradictions-là qui font que je continue à découvrir et à arpenter ce matériau. Et une fois découpé ce carton, il faut l'assembler, il faut coller, il faut superposer pour jouer aussi avec les volumes, créer de la profondeur, du relief. C'est un vrai travail en trompe-l'œil que vous réalisez, presque un travail de copiste, avec cette envie de créer de la dimension sur ces œuvres, par ces assemblages. En fait, j'aime bien penser que les œuvres se situent entre la sculpture, la scénographie et le trompe-l'œil. Et finalement, dans la scénographie, l'aspect n'a aucune importance, parce que c'est la lumière qui va créer l'effet, mais quand la lumière s'allume, l'aspect des éléments de décor n'a aucun intérêt. Le trompe-l'œil, il y a une surface, et la sculpture, il faut qu'elle soit visible à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse la toucher, être très près, être très loin, et il faut toujours que quelque chose se passe. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de détails et que la surface est si creusée et travaillée, parce que j'essaye de jouer dans ces 3 effets-là, mais en terminant quand même par un aspect sculptural, puisque ça peut enfin, la proximité ne va pas perdre d'intérêt, en fait. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Et donc, c'est aussi, oui, tout ce travail de temps, d'accumulation de détails
Ça permet aussi de ne pas se reposer tout de suite trop de questions avant de passer à une nouvelle œuvre, parce que comme je mets du temps à les faire, j'ai pas l'angoisse de me dire: «OK, qu'est-ce que je fais là? Je viens de finir ça, qu'est-ce que je fais maintenant?» Donc j'ai un peu de temps pour, penser à la prochaine œuvre, et du coup, ça me permet aussi, le fait que ça prenne du temps à faire, de pas avoir trop de panne d'inspiration, parce que j'ai eu le temps d'imaginer plein d'œuvres derrière, vu que je travaille au moins 2, 3, 4 mois sur une œuvre. Mais elle est intéressante cette idée, Eva Jospin, du trompe-l'œil, de vouloir tromper l'œil aussi du visiteur, le tromper ou le surprendre en fait, hein. Je crois qu'en fait, c'est un vrai plaisir. Je pense qu'en fait, on adore, se confronter à l'illusion et savoir qu'il y a un truc. Donc c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a un vrai plaisir là-dedans, et j'aime bien que l'aspect des œuvres, en tout cas notamment des forêts, crée cette illusion, mais en même temps, si on s'approche, on voit tous les trucs, tout est visible, il y a pas de... tout est là, on voit comment ça tient, on voit les petites cales qui font que, en fait, voilà, on voit qu'au fond, ça fait 40-50 centimètres de profondeur et pas plus. Et j'aime bien l'idée qu'en fait, on puisse à la fois avoir le plaisir de l'illusion, et qu'en même temps, l'illusion soit visible sous nos yeux. On sait parfaitement que tout ça, c'est pas vrai. Vous avez évoqué le travail du scénographe. Il est ancien directeur des arts décoratifs et de la Villa Médicis, où vous avez été pensionnaire, mais pas au moment de sa direction. Il est l'alter ego de Patrice Chéreau et de Luc Bondy, en tout cas il l'a été. Richard Peduzzi revient sur une vie de scénographe, en ce moment dans un livre qui paraît, je l'ai déjà joué demain, qui vient de paraître chez Actes Sud, sur son métier de scénographe, ou plutôt sur la particularité du décor, hein. Il dit: Écoutez, en général, il faut vraiment que, si on voit le décor et qu'on voit pas la mise en scène, si on voit la mise en scène et pas le décor, il faut qu'on oublie un peu le décor, je crois. Il faut qu'on oublie. Moi, je cherche toujours avec mes espaces, avec les lieux que je bâtis, à affronter le vide, si vous voulez, sans le déranger. Donc, il y a un moment donné, l'un fait partie de l'autre. Je crois que c'est Sénèque, je sais pas, un des Grecs qui disait: le décor doit être un acteur à part entière. Et c'est comme ça que je l'imagine, quoi. Il faut que ça fasse un seul bloc, un seul souffle, une seule respiration. Voilà, une belle définition du décor de théâtre avec... J'aime bien ouais. un seul bloc, un seul souffle, une seule respiration, c'est Ouais. beau. Par par Richard Peduzzi. Vous auriez pu être scénographe, justement, imaginer des décors de théâtre, mettre votre art aussi au service d'une narration, parce que c'est le cas peut-être plus C'était un peu, j'ai eu indirectement. cette envie, oui, oui. En fait, quand j'étais toute petite, je dessinais, j'adorais dessiner, et puis je me voyais plutôt peintre. Et puis à l'adolescence, j'avais un peu cette envie de faire de la scénographie, parce que j'adorais aussi le théâtre. Et je voyais ça comme un trait d'union entre deux mondes que je voulais un peu réunir. Et puis j'ai abandonné cette idée, parce qu'au fond, l'envie de me confronter réellement à un travail artistique pur était trop forte. Et c'est pour ça que j'ai décidé de préparer les Beaux-Arts, et que je suis rentrée aux Beaux-Arts. Et en fait, j'adorerais, à l'occasion, faire des décors, parce que c'est quelque chose qui m'amuserait beaucoup. Mais je dirais qu'en fait, j'utilise cette idée des mondes dessinés, donc qui peuvent être les décors de théâtre, mais les jardins, les architectures de papier, en fait, tout ce qui se dessine, en fait. Voilà, tous les mondes qui se dessinent. Et ben, je m'en sers dans l'espace de la sculpture, c'est-à-dire que je les convoque, mais il y a une telle liberté dans l'espace de l'exposition, et je pense que c'est vraiment la bonne, en fait, la juste place, parce qu'il y a en fait, si je faisais de la scénographie, je pourrais pas pousser justement l'aspect, le détail, le rapport sculptural. Je pourrais pas le pousser jusque là. Ça n'aurait aucun intérêt de le faire d'ailleurs en scénographie. Il faudrait trouver d'autres moyens. Et par contre, dans l'espace de l'exposition, dans l'art, on peut pousser ça jusque dans ses retranchements, et aussi en termes de temps. Parce que il y a une telle minutie et un tel temps pour fabriquer que, évidemment, dans une scénographie, ça marcherait pas non plus. Donc, c'est finalement l'espace
de l'art contemporain est le bon terrain de jeu pour moi. Oui, c'est une autre temporalité et c'est un autre rapport au temps, hein. C'est aussi ce que dit Giuseppe Pennone, le sculpteur italien exposé. C'est cette idée pour lui aussi d'inviter le spectateur à regarder et à tourner autour, hein. La sculpture occupe un espace physique spécifique. Pour la voir, on doit se déplacer, ce qui ne marche pas avec le décor de théâtre, hein. Lui, il a fait de la nature aussi son sujet. Elle dialogue d'ailleurs en ce moment son œuvre, l'une de ses œuvres avec sa pièce maîtresse Sève et Pensée, avec les livres de la Bibliothèque nationale à Paris. Et il raconte aussi à travers cette œuvre et cette exposition que je vous indique, chers auditeurs, aussi pour lui la particularité de la sculpture dans ce rapport tel qu'il l'imagine. Alors c'est marrant parce qu'un Giuseppe Pennone, Eva Jospin, il se revendique de mouvements dans l'histoire de l'art, comme l'arte povera, l'art pauvre, qui était un pied de nez, un défi aussi à la société de consommation. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment de vous inscrire évidemment plus largement dans une histoire de l'art, mais plus particulièrement dans un mouvement? Non, je crois pas du tout, mais par Vous ne l'avez contre... pas cherché non plus? Non, mais je pense qu'on est aussi, notre génération, on est peu d'artistes à être vraiment dans des mouvements. C'est quelque chose qui est un peu passé et ça reviendra peut-être, mais c'est vrai que à cette époque-là, on pouvait encore se constituer en mouvement et donner un nom à tout ça, même si les artistes de l'arte povera étaient tous très différents. C'est vrai que c'est des artistes que j'ai beaucoup regardés, qui m'ont beaucoup intéressée. Et je dirais que mon approche à moi, ça a été plutôt de faire une espèce de trait d'union entre l'idée du voyage en Italie, qui est le voyage initiatique des artistes à travers les siècles, à un moment aussi où il y avait peu de musées et où il fallait se déplacer pour aller voir les œuvres. Sinon, on ne les connaissait pas. Et c'était comme ça qu'on se formait. Donc il y a un peu cette rêverie comme ça du voyage en Italie, qui m'a accompagnée aussi lorsque j'étais pensionnaire à la Villa. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup abordé l'art à travers la matérialité. C'est-à-dire que le XXe siècle a ouvert, on a déclassifié les matériaux qui pouvaient rentrer dans l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'idée du matériau noble ou du sujet noble. Tout ça a été complètement rebattu. Et toutes sortes de matériaux sont rentrés comme possibles pour s'exprimer. Et ça, c'est une chose qui m'a énormément intéressée. Et j'ai regardé des artistes qui, au fond, s'éloignent complètement d'un point de vue représentatif de ce que je fais, mais à travers l'entrée sur la matière. Certains des artistes, notamment de l'antiforme, ou des artistes comme Eva S. ou Robert Morris, on ne pense pas à eux en priorité quand on voit mon travail, mais pourtant ce sont des artistes que j'ai beaucoup regardés, parce que justement il y avait cette entrée de liberté totale sur la transformation des matériaux. Et je dirais que Giuseppe Pennone aussi a cette façon de transformer, mais là où je pense que il y a une vraie différence entre nous, c'est qu'au fond, moi, je suis encore d'une certaine façon dans une petite rêverie classique de représenter le monde, alors que lui, il est plus un artiste alchimiste qui fait des essais sur la matière ou qui vient recreuser. Par exemple, quand il révèle à nouveau des arbres dans des parpaings et qui va aller, en enlevant anneau par anneau, retrouver le jeune arbre à l'intérieur, il est plus dans un effet de transformation et d'alchimie. Et de ce point de vue, on est quand même très différents. Alors, c'est pas l'inscription dans un courant, mais prochainement aussi, en plus de l'exposition qui va débuter au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, il y a une autre rencontre qui est prévue entre un lieu et vous. Ce sera à Giverny, entre vos œuvres qui vont dialoguer avec la collection permanente du Musée des Impressionnismes autour de la nature. Quel langage commun avez-vous trouvé avec eux? Alors, il y a un langage très commun parce qu'en fait, on va montrer au Musée des Impressionnismes à Giverny un pan d'une broderie que j'ai réalisée avec les ateliers Chanakya pour le décor du défilé haute couture Dior. Et ça a été montré pendant une dizaine de jours au musée Rodin. Et donc ce pan de broderie, ce panneau fait 10 mètres par 3 mètres 50. On va le remontrer à cette occasion au Musée des Impressionnismes à Giverny. Et pour travailler sur ce projet qui s'appelle Chambre de soie, j'ai beaucoup regardé les peintres nabis et en particulier Vuillard. En fait, Vuillard, c'est un peintre que j'aime énormément et que j'ai beaucoup regardé quand je faisais de la peinture aux Beaux-Arts, que j'ai arrêté depuis longtemps, mais ça faisait partie des artistes que j'aimais et que je regardais à cette époque-là. Et ce travail sur la couleur, à travers le fil et à travers la broderie, m'a permis de revenir vers ces peintres
qui m'ont inspirée à un moment, même si après je me suis complètement éloignée de ce type de représentation. Mais c'est vrai que ça m'a permis de revenir à cette source-là. Et Giverny, c'est cette source, puisque évidemment il y a Monet, et à la suite d'eux, il y a les Nabis, et ça a été une façon de travailler sur le motif, une façon aussi de peindre d'après nature, des choses qui ont été extrêmement importantes et qui restent encore aujourd'hui des œuvres absolument époustouflantes. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi un peu les vertus du carton, mais on n'a pas vu aussi les faiblesses de ce matériau qui est votre premier matériau de travail aussi et de création. Le carton, il ne peut pas résister à tout en extérieur et notamment de manière pérenne. Alors vous en servez et ça c'est intéressant aussi pour penser, pour la maquette ou comme matrice, pour penser et prolonger l'œuvre ensuite en bronze ou en ciment. Ce sera le cas à Giverny où il y a aussi une partie des œuvres qui seront en extérieur. Ça a été déjà le cas avec vos folies du domaine de Chaumont-sur-Loire en 2018, ces petites grottes naturelles ou fabriquées, ou pour le domaine de Trévarès dans le Finistère où vous avez pensé ces fontaines nymphées également. Et il y a cette obligation finalement donnée par le carton d'être métamorphosé en autre chose. Oui, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, le carton, c'est un matériau qui est très présent dans les ateliers de peintres, de sculpteurs et d'architectes, parce que c'est le matériau qui est la transition entre le dessin, une première approche en volume, et puis l'objet final. Donc c'est souvent l'objet transitoire, le carton. Et puis dans mon travail, j'en ai fait le matériau définitif. Et puis finalement, pour sortir des murs des musées ou des lieux où j'expose, parce que j'expose pas toujours dans des musées, j'adore aussi me confronter à des architectures. Et pour sortir, il faut qu'à nouveau ce carton soit plus la destination finale, mais à nouveau transitoire. Et à travers le moulage, je peux continuer à le travailler. Et il y a plein de possibilités aussi qui se sont ouvertes en bronze, en ciment, en plâtre également, et en terre cuite aussi. Voilà. Parce que vous avez travaillé, et c'est important de le rappeler aussi, vous avez collaboré avec des architectes, pas encore pour le théâtre, mais déjà avec des architectes, notamment à Massy-Palaiseau ou encore à Bagneux. Vos idées doivent parfois trouver aussi un sens plus pratique ou disons plus quotidien. On pense pas à la façade de logement comme on pense une œuvre de musée, on imagine, ou une œuvre de jardin. Jardin, tiens, paysage. J'aimerais bien qu'on écoute les mots à ce sujet de Pierre Watt, qui est historien d'art, que vous avez invité au musée de la Chasse pour un cycle de conférences qui va accompagner l'exposition. Il est l'auteur notamment de Pérégrination, paysage entre nature et histoire. On l'écoute définir ce qu'il appelle le paysage. Qu'est-ce que c'est qu'un paysage ? Le paysage, c'est pas la nature. Pour moi, le paysage, c'est une chose qui n'existe que dans le regard de l'homme, et c'est la nature affectée par l'homme. C'est-à-dire que je pense que dans le paysage, ce que cherche l'homme, le Wanderer, précisément, c'est qu'il cherche sa propre trace. Il cherche où il est. Et dans le fond, c'est aussi pour ça que soit il inscrit sa propre trace, la trace du pied, je suis passé par là, ce qu'on va retrouver dans un certain nombre de pratiques de land art, soit il va essayer de détecter la petite chose qui nous ramène au fait que dans le sous-sol, il y a ce que j'appelle un regard stratigraphique qui est convoqué ici. Dans le sous-sol, il y a quelque chose de caché qui est quand même l'histoire. Ça, c'est la peinture de Valenciennes, par exemple. Voilà les mots de Pierre Watt. Quelle est votre définition à vous du paysage ? À quoi ça se rattache ? À quoi vous le rattachez ? Je trouve sa définition vraiment... Enfin, ça m'a énormément frappé, ce livre qu'il a fait. Alors c'est assez étonnant parce que par ailleurs il a écrit aussi beaucoup sur Monet, donc je l'ai appris après, et sur le romantisme aussi. Donc en fait Pierre Watt, j'ai l'impression que tous les sujets qu'il touche sont potentiellement aussi mes centres d'intérêt, et je trouve que cette idée de la vision stratifiée du paysage, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que dans mon travail, justement, je travaille dans l'idée de la couche et de l'accumulation. Et cette idée que dans un paysage, justement, il y a toujours comme ça plusieurs couches, qu'il y a une stratification du temps. Et je trouve ça incroyable. Et le fait aussi de dire que finalement, le paysage, c'est quelque chose d'humain. C'est notre problème. Donc c'est pour ça il y a des c'est intéressant parce que vous parlez de l'idée de la strate, et les strates, c'est vrai qu'on les associe plutôt à l'idée du passé, aux strates de la mémoire, et en même temps vous dites que dans
dans votre sculpture, dans votre geste artistique, il y a aussi l'envie de redonner vie à ce qui a été détruit. Et là, ça rend la sculpture, ça la transforme en geste d'avenir plutôt, qu'en Il y geste a de mémoire. une petite boucle qui s'opère entre une origine, une provenance, et puis un retour vers cette origine qui est donc la forêt, l'arbre, mais à travers sa représentation. Donc bon, on l'a perdu entre-temps. Et est-ce que ça suffit de le représenter? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a cette boucle, elle est très présente dans le travail. Oui. Vous avez ressenti aussi à un moment l'urgence de vous réapproprier cette préoccupation écologique qui est centrale dans les discussions aujourd'hui, si peu encore dans les décisions politiques. Vous aviez envie aussi de vous l'approprier sous la forme artistique pour dire quelque chose de l'état de cette planète, pour dire quelque chose de l'avenir qu'on est en train de se construire. Alors moi, j'ai du mal à mettre les choses si clairement, parce que j'ai peur de réduire, en fait. Moi, j'ai envie d'avoir un travail qui ouvre les problématiques et qui ouvre aussi ce qu'on projette à l'intérieur. Donc, si je définis trop quelque chose lié à l'écologie dans mon travail, j'ai l'impression que ça ferme. Donc, pour moi, les artistes sont complètement poreux. Et on est là maintenant. Et évidemment que travailler avec un matériau comme ça, représenter des forêts, ça raconte quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça le raconte tellement que j'ai pas toujours envie d'insister dessus parce que ça pourrait le simplifier. Or, il y a, justement, on parle de couches et de stratification, il y a beaucoup de couches et beaucoup d'inspirations dans mon travail qui sont autres. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément, mais les artistes ne vont pas pouvoir parler que de ça. Il faut que les œuvres soient toujours aussi diverses, parce que sinon on va être dans un monde très uniforme. Donc il se trouve que c'est un sujet que moi j'explore depuis longtemps, mais je pense que tous les sujets doivent être explorés artistiquement et qu'il faut absolument continuer à le faire sans s'enfermer dans un seul discours. D'ailleurs, vous avez dit, Eva Jospin, que vous aimeriez un jour avoir un jardin à vous, un peu comme le jardin des tarots, peut-être de Niki de Saint-Phal en Italie, que nous raconte dans un très beau livre Gwenaëlle Aubry. Il faut que vous trouviez le lieu maintenant. Voilà, c'est ça. Où atterrir, dirait Bruno Latour, où avoir ce jardin-là à vous. Merci beaucoup, Eva Jospin, d'avoir Merci à vous. 2 expositions, une au Musée de la Chasse, l'autre à Giverny. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de la Grande Table Culture, préparée et programmée aujourd'hui par Oriane Delacroix avec Marie Fraboulet.